Il a détruit sa femme et son bébé. Il l'a trahi, battu, humilié, mais elle n'était pas seule. Histoire vraie de trahison. L'histoire que je vais te livrer aujourd'hui est une cicatrice. Une histoire de la pire cruauté humaine, mais aussi de la plus féroce des protections. Bonjour à toi, qui cherche dans nos récits l'écho des drames et la lumière de la justice. Avant de plonger dans cette nuit, permets-moi de te demander de soutenir notre chaîne. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer de nos combats, et laisse un pouce bleu si tu crois que justice doit être rendue. Je t'en remercie. As-tu déjà regardé L'homme que tu aimes et vu un étranger? Pas seulement un étranger, mais un monstre qui se cachait derrière un masque que tu avais toi-même contribué à polir et à faire briller? Moi, c'est Christine. Et jusqu'à il y a un an, mon monde était un tableau parfait, ou presque. Je vivais à Strasbourg, dans une belle villa que mon mari, Ryan, avait fait construire. Ryan, c'était l'homme de ma vie. Un entrepreneur charismatique, parti de peu, dont l'ambition et le charme m'avaient séduite 10 ans plus tôt. J'étais tombée amoureuse du jeune homme qui avait des étoiles dans les yeux, et j'avais tout fait pour l'aider à les décrocher. Je l'avais soutenu, encouragé, j'avais été son rocher, son port d'attache, la femme de l'ombre qui gérait tout pour que lui puisse briller dans la lumière. Et il brillait. Son entreprise de BTP était devenue l'une des plus en vue de la ville. L'argent coulait à flot. Mais moi, ce n'était pas l'argent qui m'intéressait. C'était lui. C'était nous. Et surtout, c'était le futur que nous construisions. Un futur qui grandissait en moi depuis 8 mois. Une petite fille. Nous avions déjà choisi son prénom, Hope. L'espoir. L'ironie de ce choix me rentra à jamais. J'étais enceinte de 8 mois, et je flottais sur un nuage. J'avais pardonné les premiers signes avant-coureurs. Les réunions qui se terminaient au milieu de la nuit. Le téléphone qui se mettait soudainement en mode silencieux dès qu'il rentrait à la maison. Les sautes d'humeur, la distance qui s'installait entre nous dans le grand lit conjugal. Je mettais tout ça sur le compte du stress, de la pression des affaires. J'excusais. J'attendais. J'espérais. J'étais une femme amoureuse, et une femme amoureuse est la plus grande des architectes. Elle construit des palais de déni sur des fondations de mensonges. La fissure dans mon palais a eu un nom, Vanessa. Une jeune femme sublime, assistante d'un de ses clients, qui le regardait avec des yeux de prédatrice. Je l'avais senti, l'électricité malsaine entre eux lors d'un dîner d'affaires. Mais Ryan avait ri. Tu es folle, ma chérie. Tu es la seule. Surtout maintenant, avec notre princesse qui arrive. Et je l'avais cru. Je voulais le croire. La nuit du drame, tout a volé en éclats. C'était un soir de pluie torrentielle, une de ces pluies qui semblent vouloir laver le monde de sa saleté. Ryan était rentré tard, comme d'habitude. Il sentait un parfum qui n'était pas le mien. Un parfum capiteux, vulgaire. J'étais dans la chambre de Hope, en train de plier une dernière fois les minuscules pyjamas. Mon cœur était lourd. J'avais besoin de savoir. J'ai attendu qu'il soit sous la douche. J'ai fait la chose que je m'étais juré de ne jamais faire. J'ai pris son téléphone. Il n'était pas verrouillé. La confiance du traître. Et j'ai vu. Des messages. Des dizaines de messages de Vanessa. Des messages crus, des photos explicites, des plans pour l'avenir. Un avenir dont je ne faisais pas partie. Elle le manipulait, le montait contre moi. Je lisais des phrases comme « Elle te fait du chantage avec ce bébé pour te garder prisonnier. Une femme qui se laisse aller comme ça pendant sa grossesse ne te mérite pas. Quand est-ce que tu te débarrasses de ton boulet ?» Le mot « boulet » a résonné en moi. Moi, et ma fille, Hope, un boulet. Quand il est sorti de la salle de bain, une simple serviette nouée autour de sa taille, je tenais le téléphone à la main. Il n'y avait plus de larmes dans mes yeux. Juste une immense, une infinie tristesse. Pourquoi, Ryan? Ai-je simplement murmuré. Le masque est tombé. L'homme que j'aimais a disparu, remplacé par une bête acculée. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas essayé de nier. Il a attaqué. Tu as fouillé dans mon téléphone? Espèce de folle, tu es paranoïaque, c'est toi qui détruis tout avec ta jalousie. Les mots de Vanessa sortaient de sa bouche. Il était sa marionnette. Cette femme, elle t'a retourné le cerveau. Ai-je sangloté? Cette femme, au moins, elle me respecte. Elle me désire. Elle ne ressemble pas à une baleine échouée. Le mot de trop. La violence verbale a précédé la violence physique. Je me suis détournée, la main sur mon ventre, comme pour protéger ma fille de la laideur de son père.
Je voulais fuir. Il m'a attrapé par le bras. Ne me tourne pas le dos quand je te parle. Il m'a secoué. J'ai crié, plus de peur que de douleur. Lâche-moi, tu vas faire du mal au bébé. C'est cette phrase qui l'a fait basculer. Comme si le bébé était le véritable ennemi. Le bébé, toujours le bébé, a-t-il hurlé, ses yeux injectés de sang. Et il m'a poussé. Violemment. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Mon corps, lourd et déséquilibré par la grossesse, a perdu pied. J'ai basculé en arrière. Ma tête a heurté l'angle de la commode en bois massif. Une douleur fulgurante, blanche. Puis, une autre douleur, plus profonde, plus terrible. Une crampe atroce dans mon ventre. J'ai senti une chaleur humide se répandre entre mes jambes. Et en regardant Ryan, qui me fixait, l'air horrifié mais paralysé, mes dernières pensées ont été pour ma fille. Puis, le noir. Un noir absolu, teinté de rouge. Mon réveil a été une symphonie de douleur et de confusion. Une lumière blanche et crue. L'odeur aseptisée d'un hôpital. Et une absence. Une absence terrible, insupportable. Le poids dans mon ventre avait disparu. Mon bébé, ai-je crié, ou plutôt croassé? Une infirmière s'est précipitée. Et puis, un visage. Un visage que je connaissais mieux que le mien. Le visage de mon grand frère, Malcolm. Malcolm. Mon protecteur. Mon ancre. Il était l'opposé de moi. Là où j'étais douce et conciliante, il était dur et intransigeant. Nous avions perdu nos parents jeunes, et il m'avait élevé. Il était parti faire ses études en Europe, et il était revenu au pays non pas comme un homme riche, mais comme une puissance. PDG d'un conglomérat panafricain, son nom pesait des milliards et ouvrait toutes les portes. Il n'avait jamais aimé Ryan. Il le trouvait trop lisse, trop pressé. Il l'appelait le vendeur de vent. Mais pour me faire plaisir, il avait toléré notre union. Ce jour-là, dans cette chambre d'hôpital, il n'y avait plus de tolérance dans ses yeux. Il y avait une rage froide, contenue, terrifiante. C'était la rage d'un volcan endormi qui se réveille. Christine, sa voix était rauque. Tu es vivante, et hop, ai-je supplié. Où est ma fille? Elle est là, a-t-il dit. Mais elle se bat. Tu as accouché en urgence. Elle est en couveuse, en néonatologie. Elle est minuscule, mais elle a ta force. Elle se bat. Puis il a ajouté, chaque mot pesant une tonne. Que s'est-il passé, Christine? Et j'ai tout raconté. Les mensonges. Vanessa. La dispute. La poussée. La chute. Pendant tout mon récit, Malcolm n'a pas bougé. Il n'a pas cligné des yeux. Il était une statue de granit. Quand j'ai eu fini, il a simplement posé sa main sur la mienne. Repose-toi, ma sœur. Ne pense plus à rien. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Dans la bouche de Malcolm, ce n'était pas une promesse en l'air. C'était un serment. Une déclaration de guerre. Le premier assaut de Malcolm s'est heurté à un mur. Un mur de corruption et de mensonges. Quand il s'est rendu au commissariat central pour déposer une plainte pour tentative de meurtre, il a été reçu avec une politesse condescendante. L'officier de service avait déjà une version des faits. La version de Ryan. Monsieur, votre beau-frère est déjà venu. Il est dévasté. Il nous a tout expliqué. C'est un terrible accident domestique. Votre sœur, dans un état émotionnel fragile dû à sa grossesse, a glissé sur le sol mouillé. Il a tout fait pour la retenir. Il l'a lui-même conduite à l'hôpital. Nous avons classé l'affaire comme un accident. Malcolm a senti l'odeur de l'argent corrupteur. Ryan avait été plus rapide. Il avait utilisé son influence locale, ses relations, ses liasses de billets, pour acheter le silence et construire sa propre vérité. Il avait transformé sa victime en une femme émotionnellement fragile, hystérique. Malcolm est sorti du commissariat, non pas découragé, mais galvanisé. Il avait sous-estimé la perversité de Ryan. Grosse erreur. Maintenant, la guerre n'allait plus être conventionnelle. Elle allait être totale. Je fais une pause ici, car nous sommes au cœur des ténèbres. La justice officielle a tourné le dos. Un monstre est en liberté, se faisant passer pour une victime.
toi, qui m'écoutes, si tu avais la puissance et les ressources de Malcolm, quelle serait ta première action? La force brute? La ruse? L'exposition publique? Dis-moi dans les commentaires quelle arme tu choisirais. Car la guerre de Malcolm ne fait que commencer. Reprenons. De retour dans sa suite au Hilton, Malcolm n'a pas appelé un avocat. Il a appelé son chef de la sécurité, un ancien colonel des services secrets israéliens nommé Aaron. Un homme qui n'avait pas son pareil pour trouver des fantômes et déterrer des secrets. Les instructions de Malcolm étaient simples, froides, chirurgicales. Je veux tout. Je veux savoir tout ce que Ryan et cette femme, Vanessa, ont fait, dit, pensé, depuis un an. Je veux leurs comptes en banque, leurs messages, leurs secrets les plus sales. Je veux une cartographie complète de leur univers. Tu as carte blanche. Budget illimité. Et je veux des résultats. Pour hier. La machine de guerre de Malcolm s'est mise en branle. Et elle était d'une efficacité redoutable. Pendant que je luttais pour ma vie et que ma petite Hope luttait pour la sienne dans sa boîte de verre, l'équipe d'Aaron a tissé une toile invisible autour de Ryan et Vanessa. Le premier rapport est arrivé 48 heures plus tard. Il concernait les finances. C'était encore pire que ce que j'imaginais. Ryan n'était pas seulement infidèle. Il était en train de piller notre patrimoine. Des sommes folles étaient transférées sur un compte au nom de Vanessa. L'achat d'une voiture de luxe pour elle. Des bijoux hors de prix. Des voyages secrets à Paris et à Milan. Il finançait sa maîtresse avec l'argent que j'avais contribué à gagner. Mais l'équipe d'Aaron a découvert plus. L'entreprise de Ryan était au bord de la faillite. Il avait perdu plusieurs gros contrats à cause de sa négligence. Il était endetté jusqu'au cou. Vanessa n'était pas juste sa maîtresse. Elle était son sangsue. Et il était prêt à tout pour la garder, y compris à se débarrasser de moi pour vendre notre villa, notre dernier actif de valeur. Le mobile était là. Froid. Implacable. Le deuxième rapport concernait Vanessa. Qui était-elle vraiment? Pas la jeune assistante innocente. L'équipe d'Aaron a exhumé son passé. Un passé trouble. Elle avait déjà été impliquée dans une affaire similaire quelques années plus tôt, avec un homme d'affaires européen qui s'était retrouvé ruiné. Les poursuites avaient été abandonnées, faute de preuves. Elle avait un casier judiciaire pour escroquerie et chantage, dans sa jeunesse. Elle avait menti sur ses diplômes, sur sa famille. C'était une sociopathe de grand chemin, une professionnelle de la destruction. Ils avaient même trouvé un ancien amant, terrifié, qui a accepté de témoigner anonymement sur la façon dont elle l'avait manipulé et menacé. Le troisième rapport a été le plus difficile à obtenir, mais le plus dévastateur. L'équipe d'Aaron a réussi à convaincre, avec des arguments que je préfère ne pas connaître, l'officier de police corrompu de parler. L'aveu a été enregistré. Ryan lui avait donné une somme énorme pour qu'il classe l'affaire et qu'il fasse disparaître le premier rapport du médecin légiste, qui mentionnait des traces de contusion compatibles avec une lutte. Malcolm avait maintenant un dossier. Un dossier en béton armé. Il aurait pu aller voir le procureur général, un homme qui lui devait plusieurs faveurs. Il aurait pu faire jeter Ryan en prison pour 20 ans. Mais pour Malcolm, ce n'était pas assez. La prison, c'était trop simple. Trop privé. La punition de Ryan et Vanessa ne devait pas être une affaire de justice. Elle devait être une affaire de spectacle. Une humiliation publique, totale, inoubliable. Pendant ce temps, un miracle s'est produit. Hope, ma petite Hope, a commencé à prendre du poids. Elle respirait seule. J'ai pu la prendre dans mes bras pour la première fois. Un contact peau à peau. Ce petit être fragile, né de la violence, m'a transmis une force que je ne soupçonnais pas. Je ne me battais plus pour survivre. Je me battais pour vivre. Pour elle. Le plan de Malcolm est entré dans sa phase finale. Il a utilisé son influence pour organiser l'un des plus grands événements caritatifs de l'année, le Gala de l'Espoir, au profit des enfants prématurés. Tout le monde était invité. Les ministres, les ambassadeurs, les magnats des affaires, la presse. C'était l'événement où il fallait être vu. Et, par une invitation spéciale, très personnelle, il a convié les deux invités d'honneur, Monsieur Ryan, pour son dévouement héroïque envers sa femme et son enfant dans l'épreuve, et sa proche collaboratrice, Mademoiselle Vanessa. Ryan, arrogant, pensant avoir gagné, pensant que Malcolm avait abandonné la partie, a accepté avec fierté.
C'était l'occasion parfaite de redorer son image, de se montrer en philanthrope, en mari aimant et inquiet. Vanessa, voyant là l'occasion de s'établir définitivement dans la haute société, a insisté pour l'accompagner. Ils sont tombés dans le piège la tête la première. Le soir du gala, la salle de bal de l'hôtel le plus luxueux de la ville scintillait de mille feux. Ryan et Vanessa ont fait une entrée remarquée. Lui, dans un smoking impeccable. Elle, dans une robe rouge sang, couverte des bijoux payés avec mon argent. Ils paradaient, serraient des mains, souriaient aux photographes. Ils étaient au sommet de leur monde. Malcolm les a accueillis personnellement. Son sourire était glacial. Ryan, Vanessa, merci d'être venus. Votre présence nous honore. J'espère que vous passerez une soirée mémorable. Après le dîner, Malcolm est monté sur scène pour son discours. La salle est devenue silencieuse. Les lumières se sont tamisées. Il a commencé par parler de l'espoir, de la fragilité de la vie, de l'importance de protéger les plus vulnérables. Il a parlé de sa nièce, Hope, la petite miraculée. Puis, son ton a changé. Ce soir, nous célébrons l'espoir, a-t-il dit, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Mais pour qu'il y ait de l'espoir, il faut qu'il y ait la vérité. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de la naissance de ma nièce. Un immense écran s'est allumé derrière lui. Ryan et Vanessa, assis à la table d'honneur, ont commencé à se sentir mal à l'aise. Certains d'entre vous connaissent la version officielle, a continué Malcolm. Un tragique accident domestique. Une femme enceinte qui glisse. Un mari héroïque. C'est une belle histoire. Mais ce n'est pas la vraie. Sur l'écran, des documents ont commencé à défiler. Des relevés bancaires. Les transferts d'argent de Ryan à Vanessa. Les factures des bijoux, des voyages. Un murmure a parcouru la salle. La vraie histoire commence par une trahison financée par l'argent du ménage, par la confiance d'une femme qui a tout donné. Puis, le casier judiciaire de Vanessa est apparu à l'écran. Ses anciennes condamnations. Les témoignages de ses anciennes victimes. Le visage de Vanessa s'est décomposé. Elle a essayé de se lever, mais les regards de toute la salle, comme des poignards, la clouaient à sa chaise. La vraie histoire continue avec la manipulation, a dit Malcolm, son regard de prédateur fixé sur le couple. Une femme qui monte un homme contre sa propre femme enceinte, le traitant de « boulet ». Puis, l'enregistrement de l'aveu du policier corrompu a retenti dans la salle. La voix du flic, tremblante, expliquant comment Ryan l'avait payé pour faire disparaître les preuves. La salle était maintenant dans un silence de mort. Le visage de Ryan était couvert de sueur. Il cherchait une issue, mais il était pris au piège. Et enfin, la vraie histoire se termine par la violence, a conclu Malcolm, sa voix brisée par une émotion contenue. La violence d'un homme qui, pour sa maîtresse, pour de l'argent, n'hésite pas à frapper sa femme enceinte de 8 mois. Et là, l'insoutenable s'est produit. L'équipe d'Aaron avait réussi à récupérer les images de la caméra de surveillance qu'un voisin, inquiet des disputes fréquentes, avait installée et qui filmait une partie de leur jardin et, par réflexion dans la baie vitrée, une partie de leur salon. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. La scène, muette, de la dispute, de la poussée, de ma chute, a été projetée en silence sur l'écran géant. On a entendu des gens halter. Une femme s'est mise à pleurer. C'était fini. Ryan et Vanessa étaient nus. Dépouillés de leur dignité, de leurs mensonges, devant l'élite du pays. Leur monde venait de s'effondrer en direct. Malcolm a posé son micro. Il a regardé Ryan et Vanessa avec un dégoût infini. La justice des hommes est parfois lente et corrompue, a-t-il dit, sa voix n'étant plus qu'un murmure amplifié par les micros. Mais la justice d'un frère, elle, est implacable. Il a fait un signe. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. 2 vrais policiers, pas les corrompus, accompagnés du procureur général en personne, sont entrés. Ils se sont dirigés calmement vers la table d'honneur. La dernière image que j'ai vue, sur la retransmission que Malcolm avait organisée pour moi dans ma chambre d'hôpital, c'est celle de Ryan, menotté, emmené comme un vulgaire criminel, et celle de Vanessa, en larmes, essayant de se cacher le visage alors que les flashs des photographes crépitaient, immortalisant sa chute. Le procès a été une formalité. Les preuves étaient accablantes. Ryan a été condamné à une longue peine de prison pour tentative de meurtre et violences aggravées. Vanessa a été condamnée pour complicité, escroquerie et subornation de témoins. Leurs biens ont été saisis.
Aujourd'hui, 1 an a passé. Hope est une petite fille magnifique, pleine de vie. Elle a les yeux de son oncle, des yeux qui ne tolèrent aucune injustice. Moi, je me suis reconstruite. La villa a été vendue. Avec l'argent, et avec l'aide de Malcolm, j'ai créé la Fondation Hope. Une fondation qui aide les femmes victimes de violences conjugales, qui leur offre un refuge, une aide juridique, une chance de se reconstruire. J'ai perdu un mari, mais j'ai trouvé ma mission. La violence de Ryan a failli nous tuer, ma fille et moi. Mais la vengeance de mon frère, sa vengeance implacable, n'a pas seulement tout changé. Elle nous a rendu notre vie. Et elle a transformé notre douleur en un espoir pour des milliers d'autres femmes. Mon histoire est un voyage en enfer, c'est vrai. Mais c'est aussi un hymne à l'amour fraternel, cet amour inconditionnel qui peut soulever des montagnes et faire trembler les murs de l'injustice. Elle nous rappelle que même quand la justice officielle nous abandonne, il ne faut jamais perdre espoir. Car parfois, la justice prend le visage d'un frère, d'une sœur, d'un ami, et sa force est alors décuplée. La justice des hommes a été achetée, mais la justice d'un frère ne se négocie pas. Dans ta vie, tu découvriras un Malcolm comme celui-ci, orchestrer une vengeance froide, bien mérite, et si ce combat pour la dignité et la justice a trouvé un écho en toi, si tu penses que personne ne devrait jamais subir une telle violence, alors rejoins notre chaîne YouTube, abonne-toi maintenant. Parce que parfois, l'amour détruit. Mais la vengeance, reconstruit. Abonne-toi pour que la voix des sans-voix continue de porter. Active la cloche alarme pour être au cœur de chaque nouveau combat. Et laisse un like pouce levé si tu penses que l'amour d'un frère est la plus puissante des armées. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Protégez-vous les uns les autres. C'est la plus grande des richesses. À très bientôt. Merci.